Euh, donc maintenant, d'abord, je vous remercie, et puis nous accueillons le docteur Arnaud Bazin, qui est vétérinaire, sénateur, et qui, grâce à lui, est une voix importante parmi les parlementaires pour agir contre la corrida. Donc, je vous remercie infiniment. Bonjour à toutes et à tous. Donc la question qui m'est posée, c'est une question toute simple. Pourquoi on n'y arrive pas? D'abord, je voudrais quand même féliciter l'ensemble des personnes qui m'ont précédé à cette tribune pour la qualité pédagogique de toutes les présentations. En toute sincérité, je n'ai pas découvert parce que je suis déjà venu à Maisons-Alfort et j'avais eu le privilège de voir notamment cette vidéo et puis toutes les explications vraiment techniques et argumentées. Donc pourquoi on n'y arrive pas malgré tout ça, malgré toute cette force de conviction, malgré les mobilisations, malgré l'évidence? Je vais essayer de poser le diagnostic avec vous là-dessus. Alors simplement deux choses avant à vous dire. D'abord, et c'est extrêmement important, ça a été rappelé d'emblée, le législateur français reconnaît que la corrida, c'est un ensemble de sévices graves et d'actes de cruauté sur un animal, que ça vaut 5 ans de prison et 75 000 € d'amende, ce qui n'est pas tout à fait rien, partout sur le territoire, sauf dans les zones évidemment visées par la dérogation. Donc le législateur, dont je vais peut-être dire du mal tout à l'heure, il a quand même, il y a bien longtemps, il y a 74 ans, dans la mise en place de la dérogation, reconnu objectivement que c'est un acte absolument ignoble, que c'est de la cruauté et des sévices graves. Ça, il faut le rappeler à chaque fois. Je pense que c'est très important. Plus contextuellement, récemment, il y a eu donc deux propositions de loi qui ont concerné la corrida. Une proposition à l'Assemblée nationale à l'initiative du député Émeric Caron, qui était une proposition d'abolition, qui n'a pas abouti, et une proposition de loi au Sénat portée par Samantha Cazeneuve et moi-même pour l'interdire aux mineurs de 16 ans, qui n'a pas abouti non plus. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi au Sénat ça s'est passé comme ça. Loïc Dombreval, qui me fait l'amitié d'être présent aussi, pourra peut-être compléter pour l'Assemblée nationale, mais les mécanismes en cause sont légèrement différents, mais fondamentalement les mêmes. Alors je vais faire un tout petit peu de technique parlementaire en étant le plus simple possible. Il y a deux sortes de textes pour voter des lois, ceux qui sont d'initiative du Parlement, qu'on appelle proposition de loi, PPL dans notre jargon, et ceux qui sont à l'initiative du gouvernement, qui sont les projets de loi. Nous sommes dans une république parlementaire avec un parlementarisme qu'on dit rationalisé. Donc la Ve République du général de Gaulle en 1958, dans un contexte un peu différent de celui d'aujourd'hui, on sortait de la Deuxième Guerre mondiale, la guerre d'Indochine tout récemment, et on était dans les prémices de la guerre d'Algérie. Donc le général de Gaulle avait voulu une république forte avec un pouvoir central fort, un exécutif fort et un président de la République qui concentrait beaucoup de pouvoir. Et on vit toujours dans ce régime-là. On parle même d'hyper-présidentialisation maintenant pour les présidents de la République qui exercent au plus près sans laisser son rôle au Premier ministre qui normalement mène la politique du gouvernement. Mais bon, ça c'est une autre affaire. Donc on est dans ce régime, et une des conséquences du parlementarisme rationalisé, c'est que c'est le gouvernement qui a l'essentiel de la maîtrise de l'ordre du jour au Parlement. En clair, c'est lui qui dit on va, dans telle et telle période, examiner les textes de projet de loi. Et en plus, pour rentrer un tout petit peu plus dans les détails, en caricaturant un peu, quand il s'agit d'un projet de loi, le gouvernement a la main très très ouverte pour faire examiner les textes jusqu'au bout. Alors vous avez vu qu'il y a parfois des combats d'amendements, notamment sur le dernier en date, c'était sur la réforme de l'âge de la retraite, avec une impossibilité d'aller au bout de la démarche à l'Assemblée nationale. On a été au bout de la démarche au Sénat. Mais il y a quand même des tas d'artifices juridiques qui permettent au gouvernement d'imposer d'examiner ces textes jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on vote pour ou contre, mais qu'on les examine et qu'on les vote à la fin. Parce qu'il y a une certaine maîtrise de l'ordre du jour. Et parce qu'il y a des dispositions de l'examen des textes au Parlement qui vont dans ce sens. Quand on examine une proposition de loi au Sénat, c'est différent. Là, c'est dans les temps qui sont réservés à l'initiative sénatoriale, donc qui sont déjà plus restreints que ceux du gouvernement, et sur des temps qui sont limités.
en durée. Je reviens sur les projets de loi, celui qui attire le plus d'amendements tout au long de l'année, c'est celui du projet de loi de finances, où on examine couramment 3000 amendements, mais on est sûr d'aller jusqu'au bout, parce que s'il faut qu'on siège tous les jours et toutes les nuits avant le 31 décembre, jusqu'à 4 ou 5 heures du matin et qu'on recommence le lendemain, on le fait, parce que le règlement est ainsi prévu et que l'ordre du jour est à la main de l'État, du gouvernement. En revanche, quand nous avons des propositions de loi, c'est la conférence des présidents qui va leur attribuer un jour d'examen dans le cadre de l'ordre du jour qui revient au Sénat et non pas au gouvernement, et dans des durées limitées. Pour examiner la proposition de loi pour interdire le corrida aux moins de 16 ans, nous avions 2 heures pour l'examiner. Et les propositions de loi, les niches parlementaires qui sont donc consacrées à ces examens-là de propositions de loi, elles sont évidemment limitées, elles sont attribuées à l'ensemble des groupes politiques en fonction de leur importance, elles sont limitées dans l'année. Et quand vous avez une niche de 2 heures pour faire examiner votre texte, ça veut déjà dire que votre projet de texte a été soutenu par votre président de groupe politique et qu'elle a enfin été inscrite à l'ordre du jour. Quand on va arriver sur les 2 heures d'examen, vous avez 1 heure de ce qu'on appelle discussion générale où chacun des groupes politiques, il va avoir une durée qui est proportionnelle à son importance dans l'Assemblée, va exposer ses arguments sur le texte et expliquer pourquoi il va voter pour, pourquoi il va voter contre. Donc on mange déjà à peu près 1 heure pour ça. Le représentant de l'État, d'ailleurs, le ministre au banc, va aussi avoir un temps de parole. Et ensuite, on va examiner les amendements, c'est-à-dire les propositions de députés ou des sénateurs qui ont bien voulu se pencher sur le sujet et qui proposent des modifications du texte. Quand on va avoir signé un amendement, être le premier signataire de l'amendement, on va être appelé donc à l'exposer après cette première heure de discussion générale. Vous avez 2 minutes pour exposer votre amendement, au Sénat en tout cas. Ensuite, le rapporteur du texte, donc celui qui a été désigné par sa commission concernée par le texte, va avoir 2 minutes pour dire pourquoi il est favorable ou défavorable à cet amendement. Ensuite, le ministre présent au banc va avoir le temps dont il souhaite disposer, il n'y a pas de limite, pour donner son avis à lui. Et ensuite, chacun des parlementaires présents, s'il le souhaite, dispose de 2 minutes pour expliquer pourquoi il votait pour, contre ou s'abstenir. Tout ça pour vous dire qu'on a 1 heure pour examiner donc l'ensemble des amendements. Si vous avez ne serait-ce que 5 amendements, vous ferez les multiplications et les additions tout seul après, je ne vais pas vous les faire ici, ne serait-ce que 5 amendements, avec l'exposé de l'amendement par le signataire, l'avis de la commission par le rapporteur, l'avis du ministre et l'avis de tous ceux qui voudront se lever pour demander la parole pour s'exprimer dessus, multiplié par ne serait-ce que 4 ou 5 personnes opposantes de fond au système, vous bouffez largement 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il suffit de mobiliser 4 ou 5 collègues et vous allez au bout du temps. Et si on n'a pas voté au bout des 2 heures, le coup près tombe, c'est fini, le texte n'existe pas, il n'est même pas examiné au bout, il n'est pas voté. Tout ça pour vous dire que dans le cadre des niches parlementaires sénatoriales, des initiatives des parlementaires, il est très facile de faire échouer un texte, n'importe quel texte. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a des textes très courts, souvent avec 1 article ou 2 articles seulement, parce que s'ils sont au cas de niches parlementaires, on sait bien que plus on multiplie le nombre d'articles et de dispositions, plus il y a d'amendements, et plus on vous fait tomber très facilement le truc à 2 ou à 3. Voilà, donc ça c'est une raison constitutionnelle. Alors à l'Assemblée, les examens de texte sont un petit peu différents, puisque en fait je crois que vous avez de 9h du matin, vous avez par groupe politique 1 niche par an pour les groupes les moins importants. Ils vont examiner les textes qu'ils ont souhaité inscrire de 9h à 24h, et à 24h00, tout est fini. Donc en général, ils essaient de passer 3-4 textes, le plus de textes possible pour avoir un impact politique, mais vous avez le même type de sujet, alors c'est légèrement différent, mais au fond, ça revient au même. Donc, moi, je suis venu pas vous parler du taureau dans l'arène, puisque vous en avez très très bien parlé, je suis venu vous parler de l'éléphant dans la pièce. Parce qu'il y en a un, et un très très gros, et l'éléphant dans la pièce, c'est le gouvernement, tout simplement. Parce que vous comprenez bien qu'on peut faire des inscriptions de PPL autant qu'on en voudra, tant qu'on aura ne serait-ce que 4 ou 5 opposants,
Ils auront tous les moyens techniques de les faire échouer sans problème. C'est ce qui est arrivé pour la proposition d'Aymeric Caron. Mais notre texte est quelque chose de fondamentalement différent, puisqu'il propose de mettre en cohérence la loi française avec elle-même, puisque nous prenons des quantités de dispositions pour protéger les jeunes d'exposition, d'images à la violence, même pas de violence directe, d'images de violence. On en a pris notamment sur des lois qui concernaient Internet et diverses dispositions, là, et je pense qu'on a très bien fait. Et à côté de ça, alors même que la loi, et c'est ce que je disais en premier point, alors même que la loi reconnaît que ce spectacle, ce sont des sévices et des actes de cruauté, on continue à autoriser les mineurs à y aller. Donc c'est un sujet en soi qui méritait d'être traité. Mais même ça, et c'est Samantha Casbonne qui l'a dit après le texte, et elle avait bien raison, franchement, ce qu'on a demandé, c'était petit. Et même petit, vous avez vu qu'on ne pouvait pas l'avoir. Voilà. Donc, l'essentiel de mon propos, c'était de vous expliquer les raisons institutionnelles liées à l'organisation de la République qui font que très peu d'opposants peuvent empêcher les initiatives parlementaires là-dessus, en tout cas les empêcher d'aller à terme. Voilà. Ensuite, très rapidement, 2 mots sur les autres raisons que je vois à la difficulté que nous avons. Je ne parlerai pas des causes qui sont liées à l'économie qui est autour de tout ça. Il y a eu des indications là-dessus. Moi, je pense que ce n'est pas le facteur limitant principal. Ça existe. Il ne faut jamais négliger les questions économiques quand on s'intéresse à un dossier. Mais bon, c'est à mon sens pas nécessaire. C'est pas nécessairement un facteur bloquant. Il y a une deuxième raison que je perçois très nettement au Sénat, c'est une raison un petit peu d'ordre psychologique et politique autour de la relation entre la périphérie et le centre. Alors même si j'ai bien entendu qu'il y a beaucoup d'associations anti-corrida qui sont nées d'ailleurs au plus près du terrain, il n'empêche que c'est quand même ressenti, y compris par ceux qui n'ont rien à voir avec la corrida, tous les départements ne sont pas concernés, comme une volonté du centre d'imposer sa volonté au territoire. Et les sénateurs, qu'on le veuille ou non, pour la plupart, il y a des exceptions, mais pour la plupart, sont des élus locaux qui ont, comme moi, été maires. Certains ont eu des responsabilités de président de département, de région, etc. Donc c'est des élus locaux, et ils sont toujours dans cette réticence-là de se faire imposer des choses au central. Et qu'on le veuille ou non, la loi, ça se vote à Paris, donc c'est des affaires, entre guillemets, de Parisiens, et c'est ressenti comme ça. Et en plus, on est dans un moment politique un peu particulier quand même, où la tension est importante, il y a une radicalisation assez nette des individus, des prises de position politiques, et ça ne fait que renforcer cette crispation-là entre la volonté d'imposer des choses au centre vis-à-vis de la périphérie. Mais c'est une très vieille histoire, hein, ça remonte aux Montagnards et aux Girondins, et l'historique est très important. D'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié l'historique qui a été rappelé au démarrage, parce qu'il éclaire aussi beaucoup de choses sur ce sujet-là. Ça, c'est la deuxième cause. Elle est flagrante au Sénat, où on a une assemblée très territoriale, très rurale, très en défense du monde rural, de l'élevage, etc., et qui se crispe très facilement sur ces questions-là. C'est un fait. Bon, c'est pas pour ça qu'on avait baissé les bras. D'ailleurs, la PPL a été examinée, et elle est, au moins au Sénat, elle est allée jusqu'au bout. Elle a échoué parce qu'il y a eu une mobilisation très forte des personnes qui soutiennent la corrida, bien sûr, mais elle a été jusqu'au bout. Et la troisième raison, parce que quand j'ai entendu mes collègues s'exprimer donc, à l'occasion de l'examen de la proposition de loi contre cette proposition de loi, j'ai quand même été surpris. D'abord, j'ai été surpris que le rejet était le partage entre ceux qui étaient pour la corrida et ceux qui étaient pour au moins protéger les enfants contre ça, était très transpartisan. J'ai été très très étonné. Je pensais que certains groupes politiques seraient massivement favorables à la proposition de loi. Ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas un clivage droite-gauche. Il n'y a que le groupe écologiste qui était cohérent sur ce sujet-là. J'ai été très surpris de voir le groupe communiste, le groupe socialiste, avec des gens qui étaient très en défense de la corrida. Donc, dans mon groupe, les Républicains, je savais à quoi m'attendre. Hein. Je n'ai pas été surpris, je n'ai pas été pris en traître. Mais ailleurs, j'étais un petit peu étonné quand même. Vraiment étonné, et surtout de... Bon, il y a certains votes qui sont un peu discrets, pas revendiqués, ça existe. Mais là, il y avait de l'allant pour s'opposer à cette proposition de loi pour interdire la corrida aux mineurs. Donc,
j'ai été d'abord surpris de cet aspect politique. Après, il y a des personnalités, il y a des gens que je connais bien, que j'apprécie dans tous les groupes politiques, parce que ce sont des gens qui me semblent être des gens honnêtes intellectuellement, ils ont des convictions, ce ne sont pas toujours les mêmes que les miennes, mais nous nous respectons. Et là, j'ai entendu des choses qui m'ont quand même choqué. Et je me suis dit que finalement, je ne vais pas empiéter sur le domaine de Jean-Paul Richet, mais il y a un réflexe de défense psychologique derrière tout ça. C'est très difficile, quand on a, et je l'ai dit d'ailleurs pendant les débats, c'est très difficile quand on a trouvé pendant très longtemps, jugé pendant très longtemps, qu'une pratique était normale, allait de soi, qu'elle relève du mal en fait, parce que c'est ça qu'on dit, on ne dit pas autre chose, on dit que c'est moralement pas acceptable, éthiquement, donc moralement pas acceptable. Quand vous avez assisté pendant 40 ans de votre vie à des spectacles comme ça en trouvant que ça ne pose pas de problème, tout va bien, il faut quand même avoir une structure mentale personnelle, niveau de développement personnel particulièrement solide pour arriver à se dire je me condamne moi-même, je reconnais que je me suis trompé depuis le début sur quelque chose qui n'est quand même pas anodin, parce qu'on l'a vu quand même ce dont il s'agit. Donc, ce n'est pas la solution que je vous apporte, mais je pense que cette dimension-là, il ne faut jamais l'oublier, c'est très compliqué pour les pros corrida d'admettre que pendant une partie plus ou moins grande, et finalement au moment où on parle toute leur vie, ils étaient dans l'erreur. Voilà aussi une raison, je pense, qui explique que des gens que je vois raisonner de façon tout à fait solide et qui ont, à mon sens, quand même des valeurs que nous partageons tous pour vivre ensemble en commun dans cette République, arrivent à avoir les positions et les arguments, entre guillemets arguments, en tout cas les positions qu'ils expriment, telles que je les ai entendues, ce qui m'a vraiment beaucoup étonné. Voilà. Donc ça fait beaucoup de choses qui rendent tout espoir d'abolition quand même très compliqué à obtenir. Raison institutionnelle et très pratico-pratique du fonctionnement du Parlement, raison politique et de rapport avec les territoires, raison personnelle psychologique, et au milieu de tout ça, il y a une seule possibilité, me semble-t-il, c'est que le texte soit porté par l'éléphant dans la pièce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le gouvernement. C'est quand même le gouvernement qui a la main. Alors, on comprend bien qu'un président de la République, un candidat à la présidence de la République, ne va pas y aller en disant « moi, dans mon programme, il y a l'abolition de la corrida ». Et on peut le comprendre, parce qu'il y a des tas de choses importantes à envisager dans ce pays, et celui qui se sent investi a priori de la mission de les mettre en œuvre, ben, il a comme premier devoir d'être élu, donc de ne pas perdre de voix en route pour des sujets qui, pardonnez-moi, mais ne lui paraîtront pas d'importance nationale, même si ça entraîne beaucoup de choses. Donc il n'y aura pas de campagne présidentielle là-dessus, et pourtant, ni législative, pour les mêmes raisons, et pourtant, il me semble que pour aboutir à un vote positif, il faut qu'au niveau national, ce soit les leaders, bien évidemment, président de la République ou Premier ministre, qui soient porteurs du sujet. Et eux, évidemment, pour la raison que vous devinez, ils n'ont pas tellement envie d'en parler. Voilà, donc j'espère me tromper sur tout, parce que mon diagnostic indique un pronostic qui n'est pas très très favorable, mais peut-être est-ce qu'on peut interpeller les candidats à l'élection présidentielle bientôt ou des législatives s'il y en a avant. Maintenant, je ne suis pas convaincu de leur réponse franche et massive. Voilà, alors après, il reste l'étage supérieur, évidemment, l'Europe, mais vous avez expliqué tout à l'heure que là aussi on est très très prudent. Donc il faut continuer à militer, évidemment, à travailler et utiliser le document qui va ressortir de cette présentation. C'est quand même très très utile parce que je pense qu'on pourra le diffuser aussi à nos collègues, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, et réinitier des débats. Voilà, tout est affaire de persévérance dans la vie. Merci beaucoup.